Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Une éducation qui ne consulte jamais les aptitudes et les besoins de chacun ne produit que des idiots. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons encore de l'éducation, mais de l'éducation de nos enfants et du rôle que joue le châtiment corporel dans notre société pour l'éducation de nos enfants. Et avec mes invités, on comprendra ce que c'est que le châtiment corporel. Pourquoi le châtiment corporel? Quelles sont les causes? Quels sont les réseaux qui motivent les parents ou les éducateurs à adopter le châtiment corporel? Et quels sont les risques qu'encourent les enfants quand ils sont châtiés dans le cadre de leur éducation? Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Le Débat. Monsieur Candide Koundé, vous êtes psychologue. Bonjour à vous. Bonjour, Madame Gago. Vous allez bien? Ça va très bien. La psychologie va bien? Oui, la psychologie se porte très bien au Bénin. D'accord. À vos côtés ce matin, M. Florent Agboessi, il est animateur à l'ONG Terre Rouge, une ONG qui est impliquée dans le suivi de l'enfant au Bénin. M. Agboessi, bonjour à vous. Bonjour, Madame Gago. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Je vais commencer par le technicien, M. Koundé. C'est quoi le châtiment corporel? Le châtiment corporel, c'est d'abord dans l'éducation des enfants et de tous nos progénitures. Les parents ont souvent comme prérogative de pouvoir récompenser des comportements positifs et aussi sanctionner des comportements négatifs auprès des enfants. Et dans l'usage quotidien de ces sanctions, les parents font usage des châtiments corporels. Et les châtiments corporels, en résumé, c'est de la force physique que les adultes utilisent sur des enfants pour pouvoir leur infliger des douleurs afin que ces enfants-là puissent souffrir, c'est-à-dire regretter leur action, leur mauvaise action. Parfois, c'est des usages de coups, des usages de pincées également, dans la pratique quotidienne, ou soit c'est des paires de gifles, c'est des baffes. Beaucoup de comportements sont utilisés. Parfois c'est la main nue, parfois c'est avec des bâtons, parfois avec tous les instruments. Donc ça produit en quelque sorte des escalades au niveau du comportement des enfants. Donc les adultes font montre de ces comportements-là pour se dire qu'il faudrait que l'enfant change d'attitude. On va arriver aux autres causes qui motivent les parents à pouvoir châtier un enfant. Monsieur Agboessi, châtiment corporel égale force physique pour un but, la douleur, pour faire regretter les mauvais comportements aux enfants. Monsieur Koundé a parlé de coups, de pincées, de paires de gifles, de baffes, de bâtons et de tout ce que vous voulez, de la chicotte. Est-ce que vous avez subi aussi le châtiment corporel? Ah oui, le châtiment corporel, presque tous les adultes... Comme si je ne l'avais pas subi moi aussi. Voilà, presque tous les adultes actuels ont subi cette, comment dirais-je, cette forme de correction où on est convaincu, où les parents sont convaincus qu'en le faisant, l'enfant qu'ils sont en train d'éduquer comprendra que là, l'acte qu'il vient de poser n'est pas bon et qu'il doit changer de comportement. Donc, c'est depuis, comme on le dit, les temps anciens que ça a été comme ça. Et en évoluant, on a constaté que ça, maintenant, c'est plus ça qu'on doit faire pour éduquer un enfant et on va y revenir. Ce n'est plus ça qu'il faut faire pour éduquer un enfant. Est-ce qu'à l'ONG Terre Rouge, des enfants viennent vers vous ou ont fui la maison parce qu'ils ont été châtiés? Ah oui, il y a beaucoup de cas. Disons 90% des enfants que nous accueillons ont fui le châtiment corporel. Ce sont en majorité des Béninois? En majorité des Béninois, la grande majorité. Et quels ont été les actes que ces enfants ont posés pour mériter ça? Soit c'est qu'ils ont volé, moi je dirais les mots directement, mis la main dans la marmite, ils ont pris peut-être de la viande. Et très souvent, ce n'est pas directement les enfants de la famille, c'est-à-dire c'est pas leurs parents. Les enfants placés? Peut-être les enfants placés. Ou les enfants de parents qui sont avec d'autres parents? Voilà, donc c'est plus à leur niveau, ces enfants-là sont plus comment dire, châtiés que nos propres enfants. Quand c'est à la maison, ça se fait, on dit bon, si je ne le fais pas, parfois on dit c'est pas pour une bonne intention, on dit je le fais pour qu'on sache que quand il est resté chez moi, je l'ai bien éduqué.
Ah. Oui, parfois c'est ça. Et ça dépasse parfois l'enfant. Parce qu'à chaque fois, on subit, et puis après un beau jour, on dit, bon, c'est fini, je vais partir. Et puis, ils quittent la maison. Et quand ils vous font le point, ah, c'est la maman qui tape trop, c'est le papa qui tape trop, ainsi de suite. Monsieur Koundé, Oui. les enfants décident de se libérer. Comment je vais dire? Non, je ne vais pas parler d'esclaves. De se libérer de ces parents-là qui les éduquent par le châtiment corporel. Mais est-ce qu'on devrait éduquer un enfant par le châtiment corporel? Ou du moins, quelles sont les raisons qui motivent ces parents-là, au-delà du fait de dire, comme l'a souligné M. Agouessi, qu'on a éduqué un enfant? Est-ce qu'on a éduqué un enfant parce qu'on l'a châtié? Bon. Ou parce qu'on lui a créé d'autres dommages? Ça part d'une conception anthropologique et sociale aussi. Oui, mais est-ce que ça ne dépend pas aussi du temps, de l'espace temporel? Parce que ce qui a marché à un moment donné peut ne pas marcher à un autre moment. Oui, aujourd'hui, c'est ce à quoi on s'attelle là pour pouvoir sensibiliser les parents, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que les parents aussi ont subi des châtiments corporels. En retour, ils pensent que c'est avec ces mêmes méthodes qu'ils peuvent éduquer leurs enfants. Et également, au niveau historique, au niveau religieux, au niveau aussi social, il y a beaucoup d'adages qui font qu'on utilise le châtiment corporel. Au niveau de la Bible et au niveau de l'adage courant, on dit qui aime bien, châtie bien. Ça ne veut rien dire. Donc, ça ne veut rien dire vraiment parce que... Vous ne pouvez pas aimer et faire du mal, non? Voilà. Mais c'est la conception parce qu'on a été... dit simplement parce que l'adage le dit, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Parce qu'en retour, c'est parce que peut-être nos parents nous ont aimés, qu'ils nous ont châtiés. Aujourd'hui, on est... En fait, ils veulent notre bien. Voilà. Mais au fond, aujourd'hui, il faut comprendre que il y a beaucoup de conséquences. Qu'est-ce qui amène les parents vraiment à utiliser de ça? Il y a cette forme de culture qu'il y a aussi. Il y a les parents qui ont été victimes de ça, qui pensent que en fait, ils perpétuent la tradition. Voilà, il faut continuer la tradition. L'autre chose aussi, c'est quand ils sont au bout de leurs limites personnelles, vis-à-vis d'un comportement difficile d'un enfant. Je vais noter. Les parents font montre de... Ils n'ont plus de mots. Ils n'ont plus de mots. Souvent, c'est sous l'effet de la colère, c'est sous l'effet de la nervosité que les parents font usage de ces châtiments corporels parce qu'ils n'ont plus de mots. Ils voient que leur autorité personnelle est bafouée. Et en réponse, il faut alors montrer qu'on a de la force pour pouvoir reprendre les choses. Or, la force, en réalité, ne rend pas toujours... ne donne pas une positivité aussi à l'autorité. Bon, beaucoup de gens l'utilisent, mais la force ne construit pas l'autorité. On peut avoir de l'autorité sans être autoritaire. Voilà un peu. Monsieur Agouessi, est-ce qu'il vous arrive dans ces situations, quand ces enfants viennent se plaindre, d'avoir des parents qui reviennent vers vous pour vous expliquer les raisons qui les ont motivés à châtier leurs enfants? Oui, je l'évoquais tout à l'heure. Et quand vous avez ces rencontres avec les parents, ils expliquent un peu tout ce qu'ils ont mis et, comment dirais-je, à disposition de l'enfant pour que l'enfant, entre guillemets, ne déraille pas. C'est-à-dire, il est nourri, il est à 500 francs par jour, il est à tel montant, il a ce sont ses droits, non? Voilà. Et puis, ils ne savent pas pourquoi, après avoir mangé, il est parti peut-être prendre un morceau de viande dans la sauce, ainsi de suite. Donc, ils évoquent plusieurs raisons et disent, la seule solution qu'on puisse trouver là, c'est de le taper en ce moment pour qu'il sache que là, ça ne se fait pas, ça, on ne passe pas par là. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire également, comme M. Koundé, que c'est parce que ces parents-là sont arrivés au bout de leurs limites personnelles qu'ils ont senti leur autorité également bafouée? Oui, c'est bien ça. Parfois, pour des parents, c'est insultant, c'est provocateur. Qu'est-ce que je dois encore te faire pour que tu puisses savoir que... En termes plus simples, enfant, je ne sais pas, il y a un langage enfant. Non, soyez en train de développer, oui. je vais trouver le mot. Donc, en fait, je t'ai tout fait, et tu as tout, mais... Malgré ça, tu me déçois. Donc, c'est une sorte de déception qu'ils extériorisent en appliquant maintenant des cours à leurs, disons, enfants ou leurs apprenants quand on rentre dans le domaine des apprentis et autres. Donc, on va entrer dans le domaine des apprentis tout à l'heure, mais j'insiste pour qu'on reste avec les enfants.
je ne sais pas, quelle déception peut amener un parent à faire mal à son enfant? Parce que c'est vrai, les enfants font des bêtises. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que c'est de l'âge de l'enfant? Parce qu'il y a des âges où on l'a tous fait. Prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, envier, on l'a toujours fait, on l'a tous fait. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi à un moment donné que c'est de son âge et qu'il faut le sensibiliser? Bon, beaucoup de parents ne comprennent pas forcément comment prendre en charge les enfants dans leur niveau. Mais on n'a pas beaucoup de techniciens comme vous pour accompagner les parents. Parce qu'en Europe, bon, vous avez un petit problème, vous savez, vers un psychologue de l'enfant, un tel, vous allez vers la personne qui vous accompagne à éduquer votre enfant. Mais ici au Bénin, vous êtes très rare, vous êtes discret. C'est compliqué. Bon, mais oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de praticiens aujourd'hui. Même au-delà des psychologues, il y a des assistants sociaux, des les assistants sociaux, on a toujours pensé qu'eux, ils sont là juste pour les cas désespérés. Non, bon, tous ces professionnels-là sont dans le social. Ils connaissent comment pouvoir traiter des cas difficiles. Donc, en termes simples, un parent qui se perd un peu dans l'éducation de son enfant peut se rapprocher des assistants sociaux. Maintenant, au niveau de la communauté elle-même, il y a des dispositions qui sont prises. Nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui parlent de ça, on va y revenir. Mais les parents doivent aussi comprendre que il y a un pas qui s'est fait avec l'histoire. Leur propre histoire, c'est écrite avec eux, mais l'histoire des enfants s'écrit avec le contexte actuel et la mondialisation, le temps, l'espace et tout ce qui va avec les droits des enfants. Donc, nécessité, les parents doivent maintenant dialoguer, parler avec leurs enfants, et les aider à pouvoir se dire, sous le fait de la colère, je peux préférer ne pas agir pour le moment. Oui, c'est vrai qu'en fin d'émission, on va parler de comment faire pour notamment le dialogue que vous avez évoqué. Mais en attendant, dans les centres d'apprentissage également, on voit des châtiments corporels. On utilise, c'est vrai que le code de l'enfant a prévu des dispositions, mais on utilise l'enfant d'autrui qui est en train d'apprendre un métier chez nous pour faire toutes les corvées possibles. On le bastonne parce que peut-être cet enfant n'a personne ou ses parents n'ont pas les moyens de l'envoyer dans un centre. Et donc, c'est par, je sais pas, complicité, négociation que l'enfant est venu vers soi et on l'use, on l'abuse. Oui, moi, ça, c'est quand on rentre dans ce domaine des apprentis, c'est sur deux volets. Quand l'enfant est à côté ou bien chez le patron ou la patronne, d'abord, la patronne l'utilise comme domestique à la maison. Et puis après, on revient à l'atelier et c'est la même chose. Déjà, dans l'atelier, c'est très clair pour tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous, quand on allait à l'école, et c'est ça qui nous faisait peur, on disait, ah, je dois continuer. Sinon, si jamais je trébuchais, je venais en apprentissage, je serais occupé. Parce qu'on les mettait en ligne comme ça. Et on attendait quand le midi sonne comme ça pour commencer par appliquer le chaud soleil. Voilà, sous le jour. Donc, c'est déjà là. Et c'est culturel. Parfois, quand tu vois les patrons, ils disent la même chose. C'est comme ça, mon patron m'a appris le métier. Quand ça ne va pas, il faut le faire pour que... Mais pourquoi quand c'est pas bon, on ne peut pas changer? Oui, mais c'est ça, on va arriver. Ce que vous faites maintenant, ces émissions-là, si ça peut couvrir toute la nation, même aller au-delà, ce serait bien. Parce que je ne sais pas notre cas au Bénin, mais dans la sous-région, dans toute l'Afrique, je suis sûr que c'est la même chose. Parce que culturellement, on est dedans. On est dedans. On est dedans culturellement, je suis d'accord, mais est-ce que en tant que simple citoyen, éduqué, informé, cadre, tout ce que vous voulez, est-ce qu'on ne peut pas sensibiliser également nos proches déjà? Parce que moi, j'ai toujours ce faible-là de penser que la communication de bouche à oreille peut aller plus facilement que la télé, la radio ou les autres médias. Est-ce que déjà, vous, dans vos communautés, vous essayez de sensibiliser? Est-ce que les parents qui utilisent culturellement ce châtiment corporel-là sont pour autant comblés? Est-ce que l'objectif qu'ils veulent atteindre, l'objectif est atteint, M. Kouné? Bon, au méthode de la... Est-ce que l'enfant est pour autant éduqué? La sensibilisation doit être permanente et continue. Les parents qui font usage de châtiment corporel ont un résultat dans l'immédiat. Et ce résultat-là, c'est que l'enfant obéit tout de suite. Mais dès que ça passe, l'enfant reprend avec des comportements encore plus difficiles.
Et ça, c'est les escalades. Donc, le résultat voulu vraiment par les parents pour que le changement de comportement n'est pas atteint. Et plusieurs études ont montré que la plupart du temps, ça passe à des dérives. Et ça passe à en fait, l'enfant, on dit en langue nationale, et d'autres quoi. L'enfant est habitué, voilà, il se dit, bon... oui, voilà, mais il est habitué, donc il se dit, bon, fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux et on continue. Voilà, l'enfant s'habitue alors à recevoir des coups. Et même en produisant ces actes, parfois des enfants le disent naturellement, ils disent, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont me taper seulement. Voilà, c'est l'expression. Ils vont me taper, voilà, ils vont me taper seulement. Donc, ils se préparent déjà à une forme docilité des parents pour se dire, bon, ils m'ont donné peut-être 5 coups. Quand j'ai fait ceci, bon, si je dépasse ces limites-là, j'en fais plus, ils vont peut-être me donner 10 coups. Parfois même, déjà, il suffit de poser la question, qui a fait ça dans la maison, que l'enfant tente derrière la main. Pour dire bon, tapez-moi en même temps. Donc, au fond, ce n'est plus ce qu'il craint, c'est le bâton non plus, mais il sait déjà que ses parents lui sont hostiles. Il le rejette en quelque sorte. Ce n'est pas une barrière qui se crée en même temps. Immédiatement. Et il n'y a plus de lien direct avec les parents. Et les parents ne le perçoivent même pas. Parce que dès qu'ils rentrent... Maintenant, il y a aussi l'usage répété de ces sanctions-là, de ces corrections, châtiments corporels. Oui, quand ça devient répété, l'enfant s'habitue totalement. Il sait que quand papa va rentrer maintenant, quoi qu'il y a, il va le taper. C'est un peu comme de l'eau jetée sur le dos du cœur. Donc, il se prépare, il est déjà guéri, il crée des choses un peu partout dans l'environnement. En fait, il se fait sa promotion. Voilà, et il est prêt pour pouvoir être tapé. Il suffit à un moment donné de changer d'attitude vis-à-vis de ce pourquoi l'enfant s'est préparé et l'effet est immédiat. L'effet est immédiat, mais moi, au-delà de ce que je me rends compte que les attentes des parents ne sont pas comblées, il y a des parents qui ont beaucoup d'enfants. Les premiers ont subi le châtiment corporel, mais les autres enfants qui sont venus après n'ont pas subi ce châtiment corporel. On peut-on dire que c'est une prise de conscience, M. Agbossi? Ouais, ou est-ce que c'est les sensibilisations qui ont commencé par prendre? Parce que les enfants ne sont pas éduqués. Il y a la grande soeur ou le grand frère qui dit, moi quand j'avais ton âge, mais c'est parce que les parents ont fait de moi ça. Hein. Toi tu as la chance aujourd'hui, on te crie juste dessus et ça passe. Oui, moi je dirais que c'est des deux côtés. La sensibilisation est en train de passer, mais il faut aussi voir l'âge physique de ce monsieur ou bien de cette dame qui tapait, qui secouait, qui châtillait. Peut-être ses problèmes de santé. Voilà, ce sont ses problèmes de santé. Mais nous, c'est quand même une avancée si déjà la sœur aînée est en train de dire ça à son petit frère. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas eu cette chance, mais son petit frère est en train de l'avoir. Et on doit profiter en même temps pour lui dire, oui, ça peut se faire comme ça. Ça peut se faire comme ça. Si papa crie, oui, ça déjà on montre que bon, on peut crier. Mais ce n'est pas encore ça, parce que les psychologues vont dire encore, crier là, il y a encore violence verbale ou violence ici. Donc, quelque part, il faut commencer par trouver des solutions pour aller vers l'éducation avec la parole, tout simplement. L'éducation avec la parole, vous allez me dire comment ça se fait tout à l'heure. L'éducation avec la parole, donc je vais noter. Et, chers invités, les attentes ne sont pas comblées. Les conséquences sont certainement irréversibles, M. Koundé. Oui. Les conséquences sont... Au-delà de la perte de contact entre les parents et les enfants. Oui, au-delà de la perte de contact, il y a des problèmes d'adaptation. Comment ça? Les enfants, entre 2 et 5 ans, les enfants sont... Les études ont montré que les enfants sont beaucoup châtiés à ce niveau-là. Parce qu'on se dit, les enfants sont en train d'évoluer. On dit qu'il faut, leur donner le pli. Il faut redresser le bois frais que d'attendre que le bois ne soit sec. Et il faut leur donner le pli. Donc, on fait usage de tout. Ça dépend aussi du tempérament des parents. S'ils sont colériques, c'est avec des et ça fait qu'on assiste des fois à la mort d'enfants. Bien sûr. Donc, c'est des violences graves aussi à des moments donnés sur des enfants. Parce que les parents ont fait toujours montre de baffes, paire de gifles. Donc, ils trouvent que
au jour le jour, quand l'enfant escalade avec des comportements, il faut augmenter. Il faut, voilà. Je te frappe et je te tue et je vais en prison. Ces escalades créent des dommages sur les enfants, des problèmes d'adaptation. L'enfant, au niveau social, au niveau de la rencontre avec l'autre, n'arrive pas à assumer. Il trouve que pour rentrer en contact avec l'autre, il faut passer par la violence. Vous allez voir à l'école beaucoup de petits enfants qui, entre groupes, à la récréation, de tout, il agresse son camarade. Voilà, à la récréation, au lieu de jouer naturellement avec les autres, c'est des coups que lui porte aux autres, il agresse ses pairs. Et c'est naturel. Pour lui, c'est le jeu, ça. Le jeu est fait de violence parce que tout le temps, dans son milieu, dans son environnement quotidien, il n'arrive pas à pouvoir supporter cette violence-là. Donc, il le transmet au niveau social. Aussi, au niveau, au niveau social toujours, c'est des escalades aussi en dehors de la maison, à l'école également. L'enfant pose des actes. Il peut refuser de faire ses exercices et s'attend que le maître aussi le tape. Même si le maître n'est pas de nature à le taper, à violenter, l'enfant se prépare à ça. Et pousse l'adulte à bout. Voilà. Il le pousse à ses propres limites. Il va pas faire l'exercice, on va lui demander d'aller au moins corriger l'exercice. Il le refuse également. Et il fait tout, il met tout en œuvre pour qu'il puisse se faire rejeter et obtenir les mêmes châtiments qu'il obtient auparavant à la maison. Donc, c'est des processus aussi inconscients parce que l'enfant est marqué, traumatisé. Il devient un peu comme un robot. Voilà, il est traumatisé et il essaie de reproduire son propre traumatisme auprès des autres pour pouvoir avoir des conséquences au plan social. C'est les conséquences au plan social. Aussi, il y a des études... Allez au plan psychologique. Voilà, au plan psychologique, c'est des problèmes de dépression. Il y a des enfants. Oui, pour des enfants également. Il y a des attitudes de repli sur soi. Directement, ce n'est pas de la dépression qu'on peut observer chez les enfants de façon très simple, mais il y a des attitudes de fermeture. Les enfants se ferment. L'enfant il ne veut plus parler avec personne. Il reste dans son coin. Et au niveau même de son milieu scolaire, ou bien il ne fait pas de jeu avec des gens. Il est tantôt triste et tantôt... Ou bien c'est des pleurs, il y a mine de rien, avec ses pères, même si ce n'est pas des attitudes violentes, c'est des pleurs à tout bout de champ. Et ça caractérise un peu de la dépression chez les enfants. Ça vient progressivement et de plus accentué également au niveau des enfants, c'est des risques suicidaires qui peuvent venir après. Oui. L'enfant va se suicider. Bien sûr. L'enfant va... Non. Un enfant... Pourquoi un enfant de moins de 5 ans là bon, s'il a subi ça au niveau de l'âge de 2 à 5 ans, il grandit, il passe à l'adolescence, 7 ans, 8 ans, c'est des risques suicidaires parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement médiatique où on observe des choses, on entend des choses également. L'enfant s'est pendu. Il vient d'aller à l'examen, il vient de réussir et pourtant il s'est pendu. Il s'est pendu. Donc, le fait d'entendre ces choses-là et d'avoir des attitudes négatives envers son propre estime de soi parce qu'il se sent dévalorisé tous les jours, on le frappe. Est-ce que lui-même, il a une place... En fait, il ne s'aime plus. Voilà, il ne s'aime plus. Il n'a plus de place personnelle au sein de sa famille ni dans son environnement éducationnel. Il se sent rejeté. Donc, des idées noires commencent par venir dans sa tête. Pourquoi? Est-ce que si j'ai des rejets au niveau de mes propres parents, j'ai des rejets au niveau de mes amis, est-ce que la vie mérite d'être vécue? L'enfant imagine beaucoup de choses, se pose beaucoup de choses. C'est les barrières qui se posent maintenant. Pas plus de jeux, derrière son jeu vidéo, des comportements doivent être des signes d'appel pour les parents pour se dire attention, mon enfant qui jouait très bien se replie derrière un jeu maintenant et ne veut plus communiquer avec les autres. Attention, qu'est-ce qui se passe? Il doit pouvoir ressentir ces choses-là auprès des enfants. Monsieur Agwessi, d'autres conséquences? Oui, bon, et j'attendais que le psychologue nous parle aussi de ces... C'est que c'est parce que je l'ai coupé, hein? Ah oui, sinon, des études aussi ont montré, on nous a appris que les anciens, c'est-à-dire les gens de notre âge, entre 35 et 40 ans actuellement, ont des maux de dos et autres, que c'est parce qu'on a été châtié, surtout pour les fessées qu'on prenait, et on dit, allez les gars, tenez-le. Voilà, donc s'il y a
ces mots qui deviennent récurrents au niveau de cette tranche d'âge, c'est parce qu'on avait subi ces châtiments-là quand on était petit. Il y a des conséquences physiques. Il y a des conséquences physiques. Oui, l'autre conséquence qu'il peut y avoir aussi, ça c'est dans l'évolution du jeune, c'est des prédispositions à la délinquance. Attendez. Je corrige mon enfant par le châtiment corporel. Oui. Ça le pousse à devenir délinquant. Oui, c'est des prédispositions à la délinquance. Mais c'est pour éviter la délinquance qu'on le corrigeait, non? Mais le fait de l'avoir habitué à souffrir dans sa peau pour pouvoir obtenir des résultats, naturellement, quand il va devenir adulte ou bien à l'âge de l'adolescence, c'est des escalades qui vont continuer. Il peut continuer à pouvoir voler, être dans la rue ou bien se détacher complètement du cocon familial pour créer des choses pour transgresser la loi en quelque sorte. Donc, c'est des prédispositions à la délinquance. On a un exemple chez nous. Oui, monsieur. Oui, on a besoin de ces exemples. Oui, le garçon a toujours été battu par sa maman, parce que le père les a abandonnés. Toujours été battu par sa maman. Il est avec nous, on l'a récupéré. Mais à chaque fois, on le sensibilise, il commence, il rentre dans un projet, mais avec toutes les conditions, mais il va encore voler, il va encore détruire quelque chose et il attend. Il prend un objet, il l'a avec lui, on lui dit, donne-nous ça, où est-ce que tu l'as mis? Il dit, il ne sait pas là où c'est, ou bien c'est déjà vendu. Mais il sait que c'est avec lui. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'on le tape. On tape et puis c'est fini. Parce que lui, il est déjà habitué, même si vous le tapez, c'est rien. Mais il sait que quand vous avez fini de le taper... Comment vous avez réglé ça? Mais c'est toujours là, c'est déjà des questions qui font que nous travaillons avec les psychologues. Actuellement, il est écouté, on le suit de près. Mais c'est ça, quoi. Et c'est pas la première fois. Non, bon, est-ce qu'on va dire qu'il y a changement? On évolue avec le cas quand même. Mais pour moi, il n'y a pas encore changement. Au contraire, ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Monsieur Koundé, vous êtes psychologue. Est-ce que, dans le cas que vient d'évoquer monsieur Agouessi, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, même si ça va prendre du temps, de pouvoir récupérer cet enfant, de pouvoir le faire changer, de pouvoir le faire comprendre que oui, tu as vécu une période difficile, mais cette période est passée. Il faut que tu reviennes. Tu as une vie qui t'attend. C'est possible? Oui, c'est bien possible. Ça va prendre du temps parce que c'est le travail sur l'histoire personnelle de l'enfant. Et tout ce qu'il a reçu comme il faut déjà le mettre en confiance. Schème de comportement également. Donc, c'est de pouvoir... C'est dès qu'on touche la plaie, qu'on sent que ça c'est déjà... cicatrisé? Pas cicatrisé. C'est qu'il y a des pus dedans et ça sort. C'est une plaie maltraitée. C'est une plaie maltraitée. Parce que ce que mon collègue explique, c'est que dès que le travail psychosocial commence et on l'aborde, on note des escalades, on note un revirement parce que là, c'est comme un patient qui va à l'hôpital. S'il ne fait pas sa crise, on ne sent pas qu'on a abordé déjà le traitement. Mais on peut dire que c'est une phase qui augure de quelque chose de bon demain. Oui, parce que dès qu'on observe cet ensemble-là de comportements, on peut déjà mieux faire le travail sur l'histoire de l'enfant, comprendre qu'est-ce qu'il a vraiment subi et pourquoi il posait comment. Dans les exemples pratiques, les enfants ont volé, tout le temps ils ont volé, tout le temps ils ont volé. Et un jour, en entretien direct, on discute avec cet enfant, mais pourquoi tu voles? Tout le monde, toi-même tu sais, tu as suivi des sensibilisations. Et dans mon environnement immédiat, tout le monde m'appelle voleur. Qu'est-ce que je peux faire alors pour y dérober? Si je suis un voleur et tout le monde m'appelle voleur, pendant que je porte le nom de Robert, on m'appelle tous voleurs au lieu de m'appeler Robert. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne peux que me contenter d'être un voleur aux yeux de tout le monde. Est-ce que vous essayez de nous dire que les mots que nous utilisons pour parler à nos enfants ont également des répercussions sur les enfants? Très sûr. C'est les mots que nous utilisons ont des répercussions sur les enfants. Un enfant qu'on insulte... Vraiment, cet imbécile-là, ce con-là, il est taré, on ne peut pas dire ça. Le contenu même de ces mots-là, on l'a tellement utilisé que parfois on oublie le contenu de ces mots-là. Imbécile, c'est être dans la folie.
Donc, on le dit souvent, l'enfant l'intériorise, même sans savoir le réel, le contenu, il l'intériorise. Beaucoup de choses sont intériorisées par les enfants et qui font que les enfants perdent leur estime personnelle. Ils n'arrivent plus à s'affirmer correctement et ils se disent « je ne peux que me réduire à ce qu'on dit de moi ». Supposons, valorisez vos enfants par exemple et vous allez avoir des résultats. Ah bon? Tous les matins, dites-lui des bonnes choses qui concernent sa vie et vous aurez des résultats. Un peu comme le recommandent comment on les appelle, les motivateurs là. Il faut être positif, il faut avoir de bons mots dans la bouche, il ne faut pas dire des mots négatifs, il ne faut pas être négatif, c'est ça? Il ne faut pas être négatif vis-à-vis de ses enfants. Il faut construire l'estime des enfants. Et quel mot on devrait utiliser par exemple? Il faut dire à son enfant combien vous l'aimez. Et parfois, même sous le feu de la colère, répétez, dites ce que vous sentez à votre enfant. Parce que le fait de ne pas pouvoir dire ce que l'on sent à l'intérieur de soi, c'est ça qui porte à avoir agi. Ce que tu me dis là me met en colère. Je suis en train d'être fâché contre ce que tu es en train de dire. Ça renvoie à l'enfant la perception que vous avez de l'acte qu'il est. Ça le réveille aussi. Voilà, et il entend ce que vous vivez. Le fait d'entendre le travail, et déjà, il s'est dit, ah, s'il est fâché, moi-même je me fâche à des moments donnés. Quand je me fâche, voilà comment je suis. Donc ça, le travail intérieurement. Mais dans la colère, est-ce qu'on arrive toujours à trouver les bons mots? C'est de pouvoir dire, mais reconnaître d'abord ce qui nous arrive en tant qu'adulte. Si on ne le reconnaît... Ce que tu viens de faire, je n'ai pas du tout apprécié, ça ne se fait pas, on peut dire ça? Ça ne se fait pas, mais qu'est-ce qui nous arrive nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on sent? Tu m'as déçu. Voilà, dites ce que vous ressentez à votre enfant. Transmettez votre ressenti personnel. C'est une éducation par l'émotion alors? Voilà, c'est l'émotion, c'est la sensation aussi, et en même temps, c'est d'amener l'enfant à reconnaître aussi ses propres ressentis. Parce que l'enfant n'arrive pas à mettre des mots sur la colère, la joie, les choses qui nous arrivent, mais il perçoit ces choses-là. Maintenant, lui mettre des mots là-dessus permet à ce que l'enfant puisse se dire, ah, si telle chose m'est arrivée et qu'il arrive à telle personne, si je suis dans son cas, je pourrais réagir de telle manière. Donc attention à ne pas encore continuer les escalades avec cette personne. Quand je comprends bien, M. Koundé, M. Agboissi, ça veut dire que quand vous passez votre temps à ne pas exprimer vos émotions et que vous faites comme si vous étiez juste un robot, excusez le terme, que vous n'avez pas de ressenti, vous n'avez pas de sentiment, vous n'avez pas d'émotion, c'est que vous apprenez à l'enfant à être comme vous et pire que vous, c'est ça? C'est ça. C'est pourquoi je parlais d'éducation par la parole. Vous avez utilisé l'expression. Parce que nous avons constaté que c'est les mêmes expressions que nous utilisons qui font que nos enfants ne changent pas. D'accord? Si je prends moi le cas de l'enfant qui est parti voler de la viande, qui est parti voler quelque part, on ne va pas utiliser le mot voler. Je dis, pourquoi tu as été prendre telle chose qui ne t'appartient pas? À cause de toi, nous n'aurons pas tous la même quantité, la quantité qui nous suffit pour ce soir. Donc, et en le disant, tu dis, tu montres pourquoi et tu le dis. Et que tu lui expliques voilà, ce qu'il en est. Ce qu'il en est. Et par rapport à ça, on n'aura pas. Parce qu'on dit que nul n'est méchant volontairement. Voilà. Donc, et ça même éduque l'enfant à s'exprimer. Parce que nous avons constaté que nous n'exprimons pas, comme l'a dit le psychologue, on n'extériorise pas tout ce qu'on sent. Et nous autres, adultes actuels, on n'arrive pas à exprimer tout ce que nous avons comme sentiment. Ah, je suis fâché, ah, ça, et je suis blessé dans mon fort intérieur. Donc, tout ça là permettront aux enfants d'être des adultes et de paix. Parce que ici, il y a moins de mots violents, il y aura moins de violence. Et si on trouvait un remède pour nous enlever les émotions, ce serait mieux, non? Oui, c'est ça. Non, mais ou bien ça va faire de nous des animaux? On va devenir des robots. C'est ça qui nous caractérise. Ce sera encore pire? Oui, oui. D'accord. Si vous dites, ils ont eu je me suis dit parce que les émotions, ça fait autant de bien que des fois de mal. Et souvent, l'être humain n'a pas envie de ressentir la douleur. Tout ce qui est... Donc, on se dit, bon... Il vaut mieux. Mais c'est ce qui nous caractérise. Est-ce que ça peut faire que demain, la fille ou le garçon devienne un mauvais parent? Bien sûr.
Bien sûr, le fait de pouvoir réprimer ses émotions ou bien faire du contraire. Je sens de la joie, mais je projette à l'extérieur une facette de négative. Ou bien je sens de la colère et je ris. Je ris. Ça apporte des préjudices au niveau et ça va vers les troubles, des troubles d'humeur, les troubles de comportement également, parce que la personne... on n'a pas tous ces problèmes-là. Oh, on a plein de problèmes psychologiques qui font remonter aux émotions. Moi, j'ai toujours pensé que les Africains étaient forts. Oui, on est fort, comme on le dit de façon orale, mais au niveau de nos émotions, au niveau des maladies, nul n'est épargné parce que on sent les choses de la même façon. On réagit de la même façon et on perçoit les choses. Aussi, le contexte social fait que beaucoup de choses, on est sous pression. On est sous pression. Le stress du quotidien. Et cette pression-là fait qu'on n'arrive plus à pouvoir exprimer. En revenant du service, les parents doivent apprendre à pouvoir communiquer avec tout le monde, toute la famille. La fatigue même avec la fatigue, dites, aujourd'hui j'ai eu une journée épuisante et je suis fatigué. Le fait de pouvoir le dire permet aux autres aussi de percevoir ce que vous ressentez. Il est fatigué. Donc, les enfants ne vont plus faire du bruit autour de vous. Mais si vous êtes fatigué et que vous revenez, vous dites, vous vous asseyez, vous n'exprimez rien, vous êtes là, au moins de bruit, allez vous coucher. Qu'est-ce que vous faites là? Venez par ici. Donc, vous commencez par transposer ce que vous avez vécu à l'extérieur dans votre cadre familial. C'est comme le maître aussi qui a eu une journée difficile ou bien une soirée difficile le lendemain à l'école. On est chef partout et pas parent à la maison. Il est présent et il est sur la défensive. Dès qu'un enfant pose quelque chose comme « qu'est-ce que vous faites là? Venez par ici, 10 coups chacun, 20 coups. » Ça ne rend pas. Mais si vous venez et vous discutez, nous on fait quelque chose dans notre rencontre avec les enfants. On parle de l'accueil. Et on met tout, avant de commencer n'importe quel travail, on s'assoit tous autour d'une table, même si c'est 5 minutes ou 10 minutes, et chacun présente un peu qu'est-ce qu'il vit. Donc avant qu'on ne démarre l'émission, vous m'avez analysé psychologiquement ça? Oui, vous nous avez accueillis. Vous nous avez accueillis de par tout ce que vous avez pu nous dire. Ça nous a mis à l'aise pour pouvoir se dire, on n'est pas avec quelqu'un... Je n'ai pas été si gentil que ça non plus. Hein. Même votre humour vous permettrait de nous mettre à l'aise. Ça, c'est déjà... Il faut l'accueil, il faut une prédisposition à pouvoir commencer à amorcer les choses et percevoir ce que chacun... Un peu comme on dit que le premier contact est le plus important, c'est ça? Et ça doit être renouvelé tous les jours. C'est encore du boulot, ça. C'est pas du boulot, mais ça doit rentrer dans nos habitudes au quotidien. Le matin, quand on veut partir, on s'assure que tout le monde est bien réveillé et bien portant. Et il part. Le soir aussi, au retour, rassurez-vous que moi j'ai passé une très bonne journée. Qu'est-ce que l'enfant a reçu comme ça? C'est ça qui fait qu'on a des chefs, quand ils viennent au boulot, ils passent chez leurs collaborateurs pour saluer, alors que normalement ils sont chefs, c'est ça? Bien sûr. Ça permet de percevoir comment l'autre se porte aujourd'hui. Est-ce qu'il est à même de pouvoir rendre? Qu'est-ce que je dois pouvoir lui dire pour qu'il puisse rehausser son humeur pour pouvoir continuer à travailler? Il suffit d'un mot, d'un sourire, de quelque chose, ou bien d'écouter un peu ce que la personne a reçu, que ça permet de décharger déjà la charge. Donc on doit être un leader au quotidien, à la maison, au boulot, partout, on doit être des leaders, et pas des chefs ou des maîtres esclaves. Voilà. D'accord. On a encore quelques minutes, chers invités. Maintenant, dites-moi, vous m'avez convaincu qu'on ne peut pas éduquer un enfant par le châtiment corporel. Mais est-ce qu'on peut éviter un enfant sans le châtiment corporel? Oui, bien sûr. Comment? Ça, vous appelez l'éducation avec la parole? Oui, il y a l'éducation avec la parole, mais également, il faut aussi apprendre les règles aux enfants, à construire les règles avec les enfants. Comment ça? C'est pas parce que... On apprend par l'exercice normalement, et par l'expérience normalement. Non, il faut définir les règles. On va faire le règlement intérieur à la maison. Oui, parce que... On va faire le règlement intérieur, on va venir encore s'asseoir à la maison, faire le règlement intérieur. Vous êtes sérieux là? Mais parfois, quand on veut agir et quand on veut sanctionner un enfant, c'est parce qu'on tient compte d'un certain nombre de règles, même si c'est au niveau personnel qu'on l'intériorise. On doit écrire ça ou bien... On doit pouvoir dire...
avec les enfants. Par exemple? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire dans la maison? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire et à quelle heure? Et si vraiment on fait de la transgression à la loi, qu'est-ce qui est retenu comme sanction? D'accord, je vais faire un règlement intérieur, mais quand il y a transgression, qu'est-ce que je dois prévoir comme sanction? Bon, les sanctions... Le châtiment, on a dit que c'est pas bon. Voilà, il y a des sanctions réparatrices. C'est ça sanctions réparatrices. Voilà, les sanctions réparatrices. C'est des tâches à la communauté, par exemple. Je n'ai pas compris. Dans le groupe, si l'enfant, on peut lui dire, voilà, il a fait une transgression, il peut faire du nettoyage, tel acte pour la communauté parce que j'ai transgressé la loi. Et en retour, il y a des mots qui sont mis sur cette sanction. On peut dire, par exemple, mon père va faire ceci, tu te charges de la vaisselle, du nettoyage de la maison toute la semaine, pendant 2 semaines, on peut dire ça? Oui, bien sûr. C'est pas méchant? Pas du tout. Maintenant aussi, on peut le priver de quelque chose dont il a vraiment... Ah d'accord, on peut lui dire, bon, ton prochain anniversaire, on ne fait pas ça, on peut dire ça. Mais pas des événements. Anniversaire est trop fort. Bon. Même si on doit pas fêter avec on peut lui dire, bon, pour ton anniversaire, tu n'auras pas de nouvelles chaussures, on peut dire ça. Ça, c'est mieux. Bon, on fait l'anniversaire, mais il n'y a pas de nouvelles chaussures. Voilà. Il faut aussi connaître les centres d'intérêt de ces enfants qu'on a avec soi. Comme ça, on est sûr que un enfant, par exemple, qui aime bien balayer, dans une sanction réparatrice, si tu le punis pour dire balaye toute la maison pendant 2 semaines, rien n'est fait. Donc, connaître les centres d'intérêt de ces enfants permet de pouvoir choisir les formes de sanctions réparatrices qui pourront... Tu as privé de télé pendant 2 semaines. Voilà. Donc, les enfants eux-mêmes participent à l'élaboration de ces formes de sanctions réparatrices-là. Donc, ces conseils de famille, on fait, on s'entend. Et on discute. Si moi, comment les parents doivent s'asseoir avec leurs enfants pour faire... Même dans les moments de loisirs, de discussion où on a un peu de temps avec les enfants, on peut choisir seulement une règle et dire qu'est-ce qu'on doit pas faire dans la maison. Les enfants se disent, ah, il faut pas écrire sur les murs, par exemple, ou bien salir le salon. Et ils le disent. Mais si on le fait, qu'est-ce qu'on peut voir comme attitude pour le faire? Et les enfants disent, voilà, si quelqu'un le fait, alors il nettoie le salon pendant 2 jours, ou bien... donc, en termes plus simples, c'est les enfants qui proposent encore les sanctions. On propose. Et on a une série de propositions et le parent utilise ça parce qu'en retour, après, ce n'est pas le parent qui décide. Il fait référence, à... C'est ce que vous appelez démocratie, pas le peuple pour le peuple. C'est eux qui décident. C'est ensemble, c'est pas eux. C'est ensemble. Comme vous l'avez dit, j'ai aimé l'expression, c'est le conseil de famille. C'est le conseil de famille qui a décidé. Donc l'enfant est au courant. Ce n'est pas que le papa vient ou la maman dit qui a fait ça. Sanction, voilà. Mais on sait qu'on ne doit pas faire ça. Et déjà, l'enfant qui l'a fait, c'est déjà qu'il doit maintenant peut-être puiser pour tout le monde. Mais je vais te dire l'inquiétude de certains parents. Est-ce que, M. Agboissi, en faisant ainsi, est-ce qu'on ne donne pas plus de pouvoir à nos enfants? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on retire tous les pouvoirs aux parents? Parce qu'aujourd'hui, les parents déjà disent qu'avec la technologie et tout ça là, ils n'arrivent pas à maîtriser leurs enfants. Et là, maintenant, vous dites conseil de famille, quand même. Oui, oui. Ce que nous sommes en train de proposer, nous-mêmes, en tant qu'animateurs, ah oui, vous-même en tant que parent déjà. Voilà, et parents, voilà, je veux quitter le boulot pour aller à la maison. D'accord, allez-y. Déjà à la maison, moi aussi j'ai des enfants, et c'est pas parce que je suis à l'émission, bien je suis éducateur, je suis animateur, quelque part que je n'inflige pas ce châtiment-là dont on parle actuellement. Mais ça évolue. C'est en amenant tout ce qu'on fait dans notre centre à la maison que moi, j'arrive maintenant à ne plus vraiment aller à la main tout le temps. Donc on s'assoit, on parle. Au niveau du cadre et de notre structure, quand on s'assoit comme ça, et puis toute l'équipe est là et les enfants sont là, vous êtes aussi dégagés. C'est pas vous. Parce que c'est pas facile de s'extérioriser. Voilà, non, pas seulement s'extérioriser, mais de faire ce travail-là avec les enfants de rue, avec des enfants qui n'ont aucun lien avec vous. Voilà, et aucune règle de vie. Et on vous demande, et c'est la première règle, on ne tape pas. Donc, quel est le moyen que vous avez maintenant à quand même régler les choses? C'est là, on s'assoit, ils disent tout, ils s'extériorisent, et à chacun à son tour dit ce qui a été par rapport à une situation. Et ce n'est pas vous qui décidez, mais c'est déjà leur père
qui disent, ah voilà, ce qu'il a fait là, c'est pas bon, donc il doit, et ensemble on résume, et l'adulte prend la première fois que vous avez dû retransmettre chez vous à la maison cet exercice, qu'est-ce qui s'est passé avec votre enfant? Comment vous avez géré ça? Voilà, à la maison, c'est ma fille aînée, elle a commencé par toucher à mon portefeuille, pas prendre voilà. ce qui lui est dû. Donc, quand ça s'est passé, moi je suis arrivé, la maman l'avait déjà remarqué. Voilà, et tapé avant que je ne vienne. Donc, je suis venu, on a dit, bon, voilà, c'est encore reproduit, c'est toujours la même personne. On l'a appelé, moi j'ai dit à la maman, viens. Parce qu'avec la maman, d'abord, on a dit, voilà, moi je constate que on l'a toujours tapé ici pour ça. Ça n'a pas marché. Et elle évolue, elle est adolescente, elle voit des choses. La première des choses qu'on va commencer par lui demander, mais qu'est-ce que tu fais quand tu prends notre argent? Qu'est-ce que tu fais quand tu l'amènes à l'école? Donc, elle a raconté, elle achète à ses camarades, elle a des bracelets, des bijoux qu'elle a achetés. Elle se fait jolie. Voilà, et qu'elle a caché. On ne le savait pas. Donc, quand on s'est assis avec elle, on a commencé à dire, dis-nous, voilà. Elle a dit ses besoins. Et c'est normal, 13-14 ans, et que bijoux et autres, là, c'est normal pour l'âge là. Et quand nous, en tant que parents, on n'est pas éveillés à ça, elle trouve ses moyens, parce que c'est un être qu'elle réfléchit aussi. Et quand on expose, c'est ça. Donc on a compris que, là maintenant, il faut commencer par, voilà, et voilà ses besoins, et il faut veiller à ce que ses besoins ça aussi satisfaits. Mais en retour, si ça se passe encore, voilà, on va te retirer ça, on va te retirer. Et c'est un peu comme ça. Vous avez fait le conseil de famille. Quand on a fini, elle a pleuré toute la nuit durant presque. Elle a refusé de manger. Parce qu'on s'est assis. Normalement, d'habitude, quand la maman la tape et quand je viens, moi, je complète. Mais le jour-là, ça n'a pas été complété. On lui a parlé pendant une bonne heure. Et après ça, elle a commencé par se remettre en cause. Voilà. Donc, moi, je pense que on ne va pas seulement le faire dans nos services, mais on vient l'appliquer à la maison. À chaque fois qu'on a l'occasion. On ne va pas seulement le faire à la maison, il faut l'appliquer également dans nos services. Mais M. Koundé, on est à la fin. Quel sera votre message, je sais pas, à la conscience des parents, à la conscience des éducateurs? C'est vrai que les tests de loi existent et sont là et punissent le châtiment corporel dans notre pays. Mais qu'est-ce que vous préconisez? Parce que quelqu'un qui n'a pas l'information peut mal agir sans le vouloir, bonne foi. Bien sûr. À l'endroit de toute personne, je veux dire, des parents, des éducateurs, des enseignants, c'est pas facile d'éduquer une personne. Et le châtiment corporel doit pouvoir, ne permet pas de pouvoir obtenir des résultats. Il faut laisser ce châtiment corporel-là. Ce n'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. Et maintenant, il faut apprendre à mieux connaître ses enfants. Apprendre aussi à mieux se connaître soi-même également. Et au-delà de toutes les influences de pression, de stress qu'on a aujourd'hui dans nos communautés, se dire il faut qu'on ait du temps pour pouvoir dialoguer avec ses enfants. Comprendre ce qu'ils vivent, leur centre d'intérêt également, qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui les dévalorise aussi pour pouvoir évoluer. L'autre chose également, c'est de pouvoir mettre en place des règles claires et des sanctions réparatrices pour pouvoir évoluer dans la vie. Parce que le mettre en place des règles n'est pas synonyme d'un aveu d'échec d'autorité. C'est de mettre du tiers dans la relation pour se dire, c'est pas moi, mais c'est la règle commune. Va voir le tableau des règles et tu pourras trouver la sanction. Donc, quand on s'énerve à ce moment-là... dans les administrations, il y a des règlements intérieurs. Voilà, donc on apprend à l'enfant à pouvoir se socialiser avec les règles. Dans l'administration, il y a des règlements intérieurs. Au niveau étatique aussi, quand on commet un forfait, il y a des règles qui s'appliquent à la personne et des sanctions sont données à la personne. Donc, ça doit être une suite logique pour apprendre à chacun, à divers niveaux, à pouvoir s'insérer positivement dans la vie et à évoluer. Donc les parents ont un grand rôle à jouer, les éducateurs également ont un grand rôle à jouer et beaucoup de textes de loi également, le Code de l'enfant le prévoit dans plusieurs de ces articles et bannit carrément le châtiment corporel dans tous ces usages également. Monsieur Agouessi, qu'est-ce que nous devrions faire au-delà de ce que Monsieur Koundé a dit? Oui, il a tout dit. C'est un peu
revenir, prendre ce que nous sommes partis et apprendre, l'information que nous avons eue et l'appliquer à la maison. Parce qu'on quitte la maison pour le service. Vous l'avez dit, n'importe quel service, il y a un règlement intérieur qu'on suit. Et c'est par rapport à ce règlement intérieur que le chef ou le patron de l'atelier, le patron de l'entreprise dit voilà, voilà. Là, quelque part, vous avez dit, mais on est en train d'arracher l'autorité aux parents ou bien non. L'autorité ne doit rester à personne. On est en train de renforcer leur autorité. Voilà, parce que lui n'a plus à dire je te. Ou les collègues n'ont pas à lui dire, mais lui il est toujours comme ça. C'est pas lui, c'est la règle qu'on a mis là qui est comme ça. Et comme on le dit, il doit rester. Papa dit va voir au tableau ce que nous avons écrit ensemble. C'est pas papa, c'est pas maman. Donc c'est nous tous. Donc c'est un peu ça ce qui peut changer un peu notre comportement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est culturel et ça va être difficile pour nous, mais on peut déjà, parce qu'on a été éduqués, on a été à l'école, on a appris des choses, il faut qu'on l'applique à la maison, c'est pas pour le professionnel, c'est aussi pour la maison. C'est aussi pour la maison, le respect des règles qu'on s'est prescrites, liberté, et donc ensemble avec nos enfants, ensemble avec nos collaborateurs, parce que tout au long de cette émission, on l'a dit, il faut aller au-delà de l'enfant, aller même dans les administrations, il faut établir des règles et pouvoir les faire respecter. Et ces règles ne doivent pas être établies sans les enfants, sans les collaborateurs. Si c'est une administration, il faut que ce soit une décision commune pour que cela puisse être respecté. Ça évite de s'énerver, ça évite de porter des coups, de porter la main, parce que, moi je le dis souvent, nous les adultes, nous sommes des modèles pour les plus jeunes, nous sommes des modèles pour les enfants. Et si un enfant voit son père bastonner ou tabasser tout le temps ses employés ou ses collaborateurs, l'enfant ne fera que reporter cela plus tard quand il sera grand. Et donc nous avons une responsabilité, celui de bien éduquer nos enfants sans le châtiment corporel, que ce soit la fessée, la bastonnade, la pincée, tout ce que vous voulez, la perte de il faut que l'on évite de porter des coups, c'est de la violence. Et ça a des conséquences irréversibles sur les enfants. Ça fait que demain, nous avons des citoyens, excusez du peu, désorientés, déglingués, qui posent des actes pas possibles et on se dit, mais c'est quand même une autorité. Et pourtant, c'est parce que l'autorité a vécu ou a subi une éducation qui ne lui a pas apporté les bonnes réponses, mais au contraire, l'a stigmatisé et l'a fait être ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, nous avons cette responsabilité de former des citoyens responsables qui connaissent leurs droits, qui connaissent leurs devoirs et qui respectent les droits et devoirs également des autres. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Le débat en retient que pour éviter d'utiliser le châtiment corporel dans l'éducation, il faut sensibiliser, il faut communiquer sur la base des règles et des sanctions qu'on a élaborées ensemble. Il faut motiver, il faut sensibiliser, parce que ceux qui font bien doivent être motivés et ceux qui font mal doivent être sanctionnés dans la mesure du possible et des règles qu'on a établies. C'est la fin donc de votre émission Le Débat. Je vais vous rappeler cette citation que j'ai utilisée à l'entame de cette émission. Une éducation qui ne consulte jamais les aptitudes et les besoins de chacun ne produit que des idiots. Nous n'avons pas besoin des idiots pour construire le Bénin. Nous n'avons pas besoin d'idiots pour construire l'Afrique. Mais nous avons besoin de personnes fortes, intéressées, consciencieux, qui savent à quoi s'en tenir, qui savent quoi faire pour aller au développement de leur pays. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée. Je vous remercie, vous surtout, pour votre fidélité. Allez sur la page Facebook Le Débat pour vos commentaires et analyses. Allez sur la plateforme www.esaetv.com pour chaque fois commenter nos émissions après les avoir suivies. Ça nous permettra de nous améliorer. Et un seul numéro également, le 94 24 81 89, si vous avez d'autres choses. Si vous voulez participer à l'émission, quel que soit le sujet, à bras ouverts, nous vous recevrons d'ici là. Portez-vous bien et prenez soin de vous.